10 juin 40. Les troupes allemandes ont passé la Somme. Les armées françaises sont en déroute. Déclarée ville ouverte, Paris tombe le 14 juin. L'avancée allemande est fulgurante. Fuyant la terrible percée, 2 millions de Parisiens prennent le chemin de l'Exode. Dans ces colonnes, on retrouve une foule désordonnée refluant vers on ne sait où. Des familles portant leurs enfants à bout de bras, soutenant leurs vieillards, emportant les quelques valeurs qu'elles ont pu rassembler. L'arrivée des Allemands n'est cependant pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Remontant à contre-courant cette marée humaine, 3 hommes se dirigent vers la capitale. 2 sont des espions allemands, le 3e est français. Il s'appelle Henri Chamberlain, c'est un repris de justice, un voyou. Dans à peine 1 an, sous le nom de Henri Lafont, il sera l'un des chefs de la Gestapo à Paris. Une police d'un genre spécial dans laquelle on retrouve les plus dangereux criminels de l'époque. Arrestation de juifs et de patriotes, trafic, vol, torture, assassinat. Nous sommes en juin 1940. La pègre a choisi son camp. Henri Lafont. Henri Lafont est né en 1902 dans le 13e arrondissement à Paris. C'est un pauvre gosse. Il a une enfance malheureuse qui le conduit assez inévitablement sur les chemins de la petite délinquance. Donc il est très rapidement repéré évidemment par la police, ce qui le conduit en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Donc Henri Lafont, au moment de la débâcle française, à 38 ans, il a passé près de la moitié de sa vie en colonie pénitentiaire ou en prison, et il est précisément, justement, incarcéré au moment où intervient la chute de la République, au moment où les armées allemandes enfoncent le front français. À ce moment-là, il est en prison à Paris, mais on soustrait l'ensemble des prisonniers à l'avance allemande en faisant reculer en fait ces prisonniers au fur et à mesure que les Allemands progressent dans le territoire. En juin 40, il est incarcéré avec des espions allemands, ce qu'on appelle la 5e colonne, des espions allemands infiltrés en France, avec qui il va s'échapper. Et c'est là, en fait, que sa vie va changer. Parce que lui, qui n'était a priori qu'un petit voleur, un petit escroc, condamné à la marginalité, à vivre, à subir une vie finalement sans relief, cette rencontre qu'il fait avec ses agents allemands va radicalement changer la donne, puisqu'il va remonter à Paris avec ses agents, qu'il va guider. Lui, c'est l'enfant du territoire, c'est le Français qui va les aider à remonter vers la capitale pour rejoindre évidemment les nouveaux maîtres de Paris. Et ces gens-là vont lui présenter évidemment leurs supérieurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir un agent allemand. La Gestapo, c'est donc la police de sécurité du Reich qui va, au fil du temps, assumer une fonction de police politique, pourrait-on dire. Et cette police politique va se charger de la répression de toutes les forces qui menacent la sécurité intérieure du Reich. Les Allemands ne sont pas assez nombreux en France pour tenir ce pays sans avoir recours à des auxiliaires recrutés localement. C'est ce que Hitler a théorisé dans Mein Kampf sous l'expression de participation indigène. Ces relais, forcément, on va les trouver chez des gens qui sont prêts à se vendre, qui sont prêts à devenir des traîtres, qui n'ont pas d'autre patrie finalement que celle de l'argent. Et évidemment, les gens du milieu correspondent assez bien à ce profil. Ce ne sont pas des gens politisés, sont des gens qui n'agissent que pour eux ou pour leur groupe. Ils vivent en marge de la société, ils ne partagent pas le destin de leurs concitoyens. Je veux dire, déjà au départ, ils se positionnent comme étant des ennemis de la société. Et donc évidemment, passer d'ennemis de la société à traître, finalement, le pas est aisément franchissable pour ces gens que la morale n'étouffe pas.
va travailler avec eux, il leur fait des propositions. Sa proposition, elle est assez simple. Donc, alors il va servir de délateur, il va faire de la provocation, de l'entrisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer aux Allemands, mais moi, petit truand, mais j'en ai vu plein en prison. Vous savez, ce sont des gens qui ont des condamnations à perpète ou très lourdes. Si vous leur donnez quelques pouvoirs et surtout la possibilité de faire des bénéfices à gauche et à droite, ce sont des gens qui vous serviront extrêmement fidèlement. Dès juillet 40, ça fait à peine un mois qu'il s'est mis au service des Allemands, il se présente à la prison de Fresnes et il exige la libération d'un certain nombre de prisonniers. Et de façon tout à fait extraordinaire, enfin c'est un paradoxe qui s'explique par l'esprit du temps, mais l'administration pénitentiaire ne va pas s'opposer à cette démarche, qui pourtant n'est pas une démarche officielle, qui n'est pas une démarche officiellement soutenue par les Allemands, et qui se fait comme ça, de gré à gré. Lafont arrive à la prison de Fresnes et exige, il montre une carte de police évidemment, il est accompagné de 2 sous-officiers allemands, et il exige qu'on libère des prisonniers. Parmi ces 30 prisonniers, on a essentiellement des demi-celles, c'est-à-dire des gens qui forment ce qu'on peut appeler la base de la pègre, de la basse pègre, des gens qui sont des escrocs, des petits escrocs à la petite semaine, mais qui sont très intéressants. Ces gens, une fois éparpillés dans Paris, vont pouvoir ramener au chef, en tout cas à celui qui se pose désormais comme étant le chef, c'est-à-dire Henri Lafont, toutes sortes d'affaires. Et puis ils vont être ses oreilles. Ils vont être ses oreilles, ses yeux, dans les bars, dans tous les... Voilà, ils vont pouvoir faire remonter les informations. Pour pouvoir devenir ce que les Allemands appellent un Wehrmann, un homme de confiance, il faut évidemment faire la preuve de son attachement à la cause nazie. Lafont n'est pas un nazi, Lafont c'est juste un opportuniste, mais s'il veut pouvoir profiter des largesses allemandes, il faut bien qu'il montre qu'il est engagé dans cette guerre à leur côté. On est juste après l'épisode de la libération de Fresnes. Les hauts gradés allemands de la capitale ont assez mal pris cet épisode, parce que Lafont, encore une fois, n'avait pas été mandaté pour cela. Et on est quand même face à l'armée allemande, des officiers dans la tradition prussienne, respectueux d'un certain ordre. Et Lafont, à ce moment-là, on est en juillet 40, et Lafont, à ce moment-là, est au bord de se faire arrêter. Et donc Lafont apprend que les Allemands aimeraient bien mettre la main sur un responsable des services de renseignement belges qui s'appelle Lambrecht, qui s'est réfugié en France en zone libre, c'est-à-dire hors de leur portée. L'un des prisonniers qu'il a libéré, Adrien Estebetegui, dit le Basque, qui est originaire, a vécu longtemps en tout cas à Bordeaux et a des grosses connexions à Toulouse. Toulouse qui est précisément la ville où s'est réfugié Lambrecht. Et Lafont, l'histoire paraît invraisemblable, Lafont fait un raid, tout simplement. Il prend sa voiture, il se rend à Toulouse, il apprend par des membres du milieu local où se cache Lambrecht, il frappe à sa porte et il l'assomme. Et il le met dans le coffre de sa voiture et il remonte à Paris avec. C'est aussi simple que ça, c'est abracadabrantesque, c'est même stupéfiant, mais les choses semblent bien s'être passées de cette manière-là. Pour les Allemands, l'effet est exactement celui qu'on peut ressentir en écoutant cette histoire. Ils n'en reviennent pas. Et donc, cette arrestation de Lambrecht a 2 conséquences. La première pour Lafont, qui sans doute devient un personnage intéressant aux yeux de la haute hiérarchie allemande, qui se disent, tiens, on a quand même quelqu'un qui est pratique, sous la main. Et surtout, la conséquence la plus dramatique, c'est évidemment pour Lambrecht et pour les services de renseignement belges. Lambrecht va être maltraité et va être déporté. Et son arrestation va amener l'arrestation de plusieurs dizaines, voire centaines de membres des réseaux belges de renseignement à travers l'Europe. Donc on voit la nocivité d'un homme comme Lafont à travers cette histoire dramatique. On voit qu'un homme peut faire ce mal-là. Ici France Actualité. Des nouvelles de toute la France et de l'Empire. Autour du maréchal Pétain, le pays se retrouve avec l'esprit nouveau son sens oublié, la tradition perdue, la continuité de son histoire. Et quand, devant le chef, les milliers de légionnaires lèveront la main pour ce serment dont la simplicité double la grandeur,
quand d'innombrables voix diront « Nous jurons de continuer à servir la France et le chef », c'est Pétain qui dira, acceptant une nouvelle fois la lourde charge qu'il porte sans faiblesse, « J'en renouvelle le serment moi-même avec vous ». Les grandes déclarations, les serments masquent une pénible réalité. À l'ombre des anciens héros, un nouveau système s'épanouit. Les places sont libres pour qui accepte de collaborer. Le milieu français s'apprête à vivre quelques-unes de ses plus belles années. Pour Lafont et ses complices, c'est le temps de la puissance. C'est le temps de l'impunité. Les Allemands se comportent certes extrêmement durement, mais tous ces gens ou ces chefs sont pratiquement docteurs en droit, docteurs en philosophie et tout. Ils ont une espèce de respect insensé jusqu'à l'écœurement du droit. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, les mauvais coups, des attentats contre les synagogues, des assassinats, etc., de l'entrisme dans les réseaux de résistance, on va charger des officines parallèles. Alors voilà comment la Gestapo de la rue Lauriston s'est mise en place et elle diffère de toutes les autres Gestapo, non pas tant par sa violence, non pas tant par l'appât du gain, non pas tant par la crapulerie des gens qui la constituaient, mais par le fait que à la tête de cette officine, 93 rue Lauriston, il y a un truand, Chamberlain, donc Lafont, et puis un flic. Et pas n'importe quel flic, il s'appelle Bonny, et ce Bonny a été, au moment de l'affaire Stavisky, on l'a traité de premier policier de France. 1934. L'escroc Alexandre Stavisky détourne 200 millions de francs du crédit municipal de Bayonne. Le scandale dégénère en affaire d'État, et le 6 février, les ligues fascistes marchent sur l'Assemblée. C'est l'inspecteur Bonny qui, en réunissant des preuves, permet de faire progresser l'enquête et de calmer les esprits. Pour ce dernier, ce fut un moment de gloire. En fait, c'est un ripou, Bonny, comme il en existe quelques-uns dans la police. Il a été révoqué et il a monté, comme la plupart de ses collègues révoqués, une officine de police privée, vous savez, spécialisée dans la provocation, le divorce, l'adultère, etc. Et pour lui, c'est son bâton de maréchal. Et c'est un bon flic, hein, Bonny. Il est ripou, mais c'est un bon flic. Et il va apporter à la Gestapo de la rue Lauriston une efficacité qu'aucune des autres Gestapo n'aura. Les Allemands ont un plan. Évidemment, quand ils présentent Lafont à Bonny, ils ont un plan. L'idée, c'est d'associer d'un côté l'instinct du prédateur de Lafont, le voyou qui a des connexions dans le milieu, qui a montré son allégeance au nouveau maître de Paris, et de l'autre côté, la rigueur de l'administrateur, la rigueur de l'enquêteur. Bonny, c'est l'homme qui va créer des dossiers. C'est l'homme qui va créer un fichier alphanumérique. C'est l'homme qui va s'occuper de toute l'intendance de la maison rue Lauriston. C'est-à-dire que c'est lui qui va notamment s'occuper de la caisse, de la trésorerie de la rue Lauriston. C'est l'homme aussi qui va participer aux interrogatoires. Il sait très bien interroger, évidemment, il a été formé pour ça. Et donc cette rencontre entre Bonny et Lafont est voulue par les Allemands, soutenue par les Allemands, encouragée par les Allemands, à tel point que ces deux-là vont former un binôme. Ils rentrent d'ailleurs dans la postérité sous le nom de groupe Bonny-Lafont. La Gestapo de la rue Lauriston, dite Carlingue, est aussi appelée le groupe Bonny-Lafont, même si Bonny n'est que le second de Lafont et ne sera jamais que le second de Lafont. Période, Lafont va recruter en fait tous les talents qui viennent à lui. Et on va quand même observer une montée en puissance. On voit qu'il va quand même recruter des gens de plus en plus menaçants, inquiétants, des vrais ennemis de la société, au sens qu'on donnait alors à cette expression. Alors il faut en citer quelques-uns. Abel Danos dit le mammouth, le Bel Abel, Bibil, Buffalo Bill. D'ailleurs, ces surnoms disent quelque chose. Le mammouth, c'est un costaud. Buffalo Bill, il tire. Il tire à tout va. C'est quelqu'un qui est toujours armé. Une note de police le présente à l'époque comme extrêmement dangereux, toujours armé, ne pas l'appréhender, attendre les renforts. Donc c'est quelqu'un de très dangereux, Abel Danos, et c'est une légende déjà dans le milieu. C'est un ami intime de
Loutrel, Pierre Loutrel, qui va rentrer dans l'histoire du grand banditisme sous le surnom de Pierrot le Fou. Il connaît Joe Attia, qui est le futur roi du non-lieu. Il connaît intimement Georges Bouchesèche, dit le Gros Joe. C'est un ami évidemment d'Émile Buisson, dit l'insaisissable, qui va devenir l'ennemi public numéro 1. Donc avec Abel Danos, on est tout de suite dans la très très haute voyoucratie et on est tout de suite dans ce milieu, cette crème du milieu. Un autre personnage très important qui va rentrer rue Lauriston, c'est un personnage absolument considérable qui s'appelle Jean Sartor, dit Jean le Chauve, qui est considéré par les rapports de police de l'époque comme étant un seigneur du milieu. C'est-à-dire que cet homme a atteint un statut dans le milieu qui fait de lui l'un de ses chefs. C'est un homme qu'on peut considérer comme l'un des 10 plus grands voyous de son époque. Jean Sartor, dit Jean le Chauve, va bien évidemment, comme l'ensemble des voyous, apprendre que le rue Lauriston, il se passe quelque chose, que là-bas, il y a un chef qui peut arranger les choses, et il va se mettre au service de cette structure pour tout simplement pouvoir développer ses propres trafics, en reversant bien entendu la dîme qu'on doit au chef, c'est-à-dire la dîme qu'il doit à la faune. Le lendemain, je l'ai retrouvé rue Lauriston. C'est lui. Qui, lui? En uniforme. Tu m'as pas dit qu'il était boche. Mais il l'est pas, il aime se loquer comme ça pour impressionner l'adversaire, c'est tout. Je passe l'éponge. Tu viens avec l'oseille, on efface tout. Regarde-moi quand je te cause. Mais si t'essaies encore de me doubler... Merci, patron, mais c'était juste... Un malentendu, je sais. Ta gueule. T'es arrivé, là, de chez la mamie? Passe à la caisse dans la semaine. Sinon, c'est toi qu'on efface. Dégage. Les tableaux... Où sont les tableaux? Il est bien luné. On y va. Patron, pardon, je voudrais vous présenter un copain, un très bon copain. Léon Jabinet. Léo pour les dames. On a partagé la même cellule à Fresnes il n'y a pas si longtemps. T'étais tombé pourquoi? C'est un violent. On dirait pas comme ça, mais il connaît pas sa force. En plus, il est un peu fêlé. Présentement, il est dans la panade. Ah bah tu connais le tarif. C'est 40 000 balles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un gestapiste de la rue Lauriston? Ça veut dire d'abord avoir ce que on appelle dans l'argot du mi-temps, du milieu, le carton. Le carton, c'est un Ausweis très particulier sur lequel il est écrit que le possesseur de cette carte ne doit en aucun cas être inquiété non seulement par les Allemands, les autorités allemandes, etc., mais qu'il peut même les réquisitionner à sa demande. C'est-à-dire qu'il peut obtenir l'aide des Allemands, qu'ils soient policiers, soldats ou autres. C'est deuxièmement la possibilité, dans un pays où il n'y en a plus, même la gendarmerie allemande, des fois, en manque, il n'y a plus d'essence, eh bien, d'avoir des bagnoles et de l'essence sans problème. Et puis, c'est la possibilité d'avoir des armes. Et quelles armes? Des armes modernes, pistolets mitrailleurs Schmeisser, quand c'est pas carrément des Beretta. Puis en face, on a les flics officiels. Qu'est-ce que c'est qu'un flic officiel? Ils ont plus d'essence pour leur bagnole. Ils sont armés de 6,35 le français ou Manu France. Vous savez, la portée 10 mètres. Et puis, ils sont comme tous les Français. Ils sont pétris de crainte, quand ce n'est pas de terreur, face à des gens qui disent, même avec un accent corse, « Police allemande, Gestapo ». Désormais, ils pourront aller cambrioler, ce sera une perquisition. Ils pourront aller voler, ce sera une saisie. Ils pourront aller racketter, ce sera tout simplement une mise à l'amende quasiment officielle, comme si un procès-verbal avait été établi. Donc on est là dans une inversion des valeurs qui correspondent plus généralement aux temps de guerre. Les temps de guerre sont effectivement le moment d'un affaissement moral. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée. Bientôt, malgré la résistance des 160 divisions de l'armée rouge, les frontières sont passées sur tous les points. En France aussi, la guerre continue. Une guerre secrète dans laquelle les traîtres sont à l'honneur. Pour Lafon, c'est le temps du triomphe. Dominateur,
Il sait se faire obéir, craindre et respecter. Son audace et son charisme vont lui permettre de se rapprocher du pouvoir. Lafont, ce petit truand, devient l'un des personnages les plus influents de France, parce qu'il a des connexions avec les plus hauts gradés allemands en France. Lafont devient quelqu'un d'important. C'est une revanche formidable pour lui. Lui qui a connu finalement une vie assez misérable jusqu'en 40, devient un homme que les puissants veulent connaître. Il va commencer à fréquenter, c'est tout à fait incroyable quand on y pense, il fréquente Laval. Laval le tutoie. Il fréquente Bousquet, le secrétaire général de la police. Il fréquente Amédée Bussière, le préfet de police. Et tous ces gens, pourquoi fréquentent-ils Lafont? Pourquoi? Parfois c'est trivial. Parfois c'est parce que Lafont peut leur trouver de la nourriture. C'est aussi simple que ça. Par exemple, Bohemellbourg, le chef de la Gestapo en France. Karl Bohemellbourg passe par Lafont pour se nourrir. Knochen accepte des cadeaux de Lafont. Knochen, qui est quand même le numéro 2 de la police de sécurité allemande en France, c'est-à-dire l'un des personnages les plus puissants présents sur notre territoire à cette époque-là. Il se fait livrer régulièrement des cadeaux, il reçoit sans doute un peu d'argent en liquide, etc. Laval vient à lui pour obtenir la libération de 2 personnes, c'est avéré. Parce que le but ultime de Lafont, c'est bien entendu de se dégager de la tutelle allemande. C'est bien entendu d'être le plus indépendant possible dans son activité. Et en rendant des services de cette nature-là, et en démontrant sa puissance, même si elle n'est que provisoire, il montre à la fois l'intérêt qu'il y a à le connaître et l'intérêt à le laisser dans cette position-là. On est dans un moment de l'histoire de France, dans ce basculement-là, qui autorise ces rapprochements-là, qui autorise qu'un malfrat tutoie le président du Conseil. C'est lamentable, mais c'est évidemment l'une des leçons aussi de cette période. C'est certainement ça aussi l'une des leçons, c'est qu'on assiste à une inversion totale des valeurs. En fait, les valeurs, où sont-elles dans tout ça ? Il faut quand même dépeindre un peu ce système. L'armistice qui a été signé par les autorités françaises et allemandes prévoyait que la France livre un certain nombre de marchandises, il y avait des quotas qui étaient fixés, et que par ailleurs, la France paye au titre des frais d'occupation des sommes absolument extravagantes, anormalement extravagantes, qui ne correspondaient à aucune réalité, économique, puisque la France devait payer 20 millions de Reichsmark par jour au titre des frais d'occupation. 20 millions de Reichsmark, c'est-à-dire 400 millions de francs. Donc évidemment, les Allemands ils vont très vite être tentés de spéculer sur cet argent en le réinjectant dans les canaux économiques français pour obtenir en échange des marchandises. Des marchandises qui vont permettre à l'Allemagne de faire marcher à plein régime son économie de guerre, puisqu'on est dans une guerre totale. Pour cela, ils doivent évidemment trouver les stocks. Et ils doivent aussi proposer des tarifs suffisamment attrayants pour que les vendeurs viennent à eux et leur proposent leurs marchandises. Donc en fait, le marché noir qu'on décrit et que les Allemands eux-mêmes combattaient, ils en sont quasiment les instigateurs. Les Allemands vont utiliser ces circuits parallèles, grâce aux sommes considérables dont ils disposent, pour faire main basse sur des richesses nationales. Richesses nationales qui vont des métaux non ferreux au vin. Et dans cette galaxie, vous allez avoir ce qu'on appelle des bureaux d'achat, qui ont une existence semi-officielle, qui sont alimentés par ces ressources parfois officielles, parfois qui ne le sont pas, et qui permettent donc à l'Allemagne d'acheter énormément sur le marché français, ce qui garantit également aux intermédiaires des marges très juteuses. En intervenant dans ces processus, les agents de la Gestapo française vont se révéler d'excellents commerçants. Des intermédiaires inquiétants prêts à tous les mauvais coups, des prédateurs voraces à l'affût des bonnes occasions. Pour eux, c'est le temps des affaires, des marchés douteux et de l'argent facile. Le rôle qui va être confié au groupe Bonny-Lafont, ça va être d'abord de sécuriser ces transactions. Parce qu'évidemment, on est là dans un univers un peu gris, plein de margoulins, qui peuvent être tentés d'escroquer les autorités d'occupation. Dans un second temps, leur action va s'orienter vers le commerce en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'aller à la recherche des stocks et de trouver les stocks et de s'intercaler en tant qu'intermédiaire dans ces trafics entre un vendeur qui parfois n'est pas d'ailleurs ne souhaite pas vendre, mais Lafont est convaincant, un vendeur et puis l'acheteur final qui sont les autorités d'occupation. Ce sont des trafics très simples puisque dans les bureaux d'achat, on ne demande rien aux vendeurs. On ne demande ni son identité, ni l'origine des marchandises. Donc évidemment, là on imagine toute la faune qui est attirée par un trafic aussi simple. Pas de mise de fonds, pas de stock, c'est la recette de la fortune.
En cette fin d'année, des âmes charitables songent aux déshérités. Et dans le quartier des Halles, une soupe gratuite leur est distribuée. Ici, ceux qui ont faim trouveront un repas substantiel et aussi un peu de réconfort moral. À cette époque-là, les queues s'allongent devant les magasins, les biens se font rares, l'alimentation est compliquée à obtenir, les Français doivent passer par le marché noir, et dans le même temps, ces Gestapo constituent des îlots de prospérité au milieu de cette misère. Ces groupes de Français qui travaillent pour les Allemands, et évidemment au premier chef le groupe de la rue Lauriston, vit dans une opulence formidable. C'est une époque absolument merveilleuse pour ces gens-là. Ils font bombance pendant que les autres crèvent la faim. Rue Lauriston, on fait fête sur fête, le champagne coule. On est vraiment là dans une idée de rattrapage. Ces gens qui étaient des voyous, des proscrits, des relégables, des condamnés à la marginalité, finalement d'un seul coup ont pignon sur rue, font à peu près tout ce qu'ils veulent. Lafon multiplie les aventures, a des aventures avec certaines des plus belles femmes de Paris à l'époque, quelques mannequins, notamment de chez Schiaparelli ou Chanel. On retrouve aussi des starlettes, dans l'entourage de Corinne Lucher, qui amène des starlettes avec elle rue Lauriston. Les artistes vont s'encanailler rue Lauriston. On fait des banquets, Tino Rossi vient, ça fait pas de lui un collabo, ça fait de lui quand même quelqu'un qui participe très légèrement et sans doute sans pleinement prendre conscience de la gravité des choses ou de la dangerosité des gens qu'il fréquente, mais qui participent quand même de ce système de fête perpétuelle. Les cabarets sont ouverts, fonctionnent très bien sous l'occupation. Ils sont réservés à une certaine clientèle, qui est celle des collabos ou des officiers allemands. Les maisons closes tournent à plein régime sous l'occupation. Là aussi, Lafon les fréquente, les hommes de Lafon les fréquentent, quand ils n'en sont pas d'ailleurs les propriétaires en sous-main. Les cabarets de Pigalle et de Montmartre passent sous la coupe de Lafon. Avec un ou deux petits hop-là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, tim-pa-poum-pa-la, c'est notre histoire. Ces années sont, pour ces hommes de la rue Lauriston, des années qui peuvent se résumer de la manière suivante. Le soir, on fait la fête, on s'amuse, et le jour, on vend des marchandises ou des hommes aux Allemands. Il faut quand même prendre conscience de l'importance de ces activités. Jean Sartor, le truand Jean Sartor, dit Jean le Chauve, cet homme-là a reconnu après-guerre avoir participé au pillage de plus de 1000 appartements. 1000 appartements en 3 ans. On est dans quasiment un appartement par jour, dimanche compris. Cet homme va fêter son 100e million de francs en 43. Il va faire une grande fête pour fêter, où il invite tous ses amis des Gestapo et quelques gradés allemands pour fêter son 100e million de francs collectés. Là, on prend quand même conscience des fortunes qui sont réalisées et de l'impunité dans laquelle ces fortunes sont réalisées, alors qu'elles sont à l'évidence totalement d'origine totalement illégale, même pas illégale, immorale. Et évidemment, pour pouvoir faire du commerce avec les Allemands, il faut aussi faire de la répression pour leur service. Et donc, il y a une sorte d'équilibre qui va se trouver comme ça dans les Gestapo françaises et évidemment rue Lauriston, entre d'un côté les affaires commerciales et la répression. Et tout ça parfois se mélange. On peut faire des affaires commerciales en faisant de la répression. Quand on va arrêter des agents alliés parachutés, généralement ces agents alliés parachutés ont de grosses sommes d'argent sur eux. On les récupère à ce moment-là. Quand on va intervenir chez un riche juif dans le cadre de la politique antisémite suivie par l'occupant à l'époque, tout est pris dans la maison, jusqu'aux prises de courant. Si vous voulez, ce système se tient bien. Pour les Allemands, il est d'une grande efficacité, parce que ces agents ne leur coûtent finalement rien. Ils ont finalement des dizaines de Français à leur service, dans les Gestapo françaises, qui leur coûtent pas un sou. Ces agents se nourrissent sur la bête. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils le dépouillent. Ce sont des loups. Et ces loups, les Allemands leur mettent une laisse. Ils en font des chiens de garde. Cette meute va traquer les résistants, harceler les Juifs. Les truands deviennent policiers, d'étranges policiers qui interviennent hors de tout contrôle. Intimidation, abus de pouvoir, violence. C'est le temps de la répression.
La torture a toujours été utilisée comme un moyen, rue Lauriston, pour forcer les gens arrêtés à parler. C'était une torture qui n'était pas particulièrement élaborée. Il s'agissait de tabassage à coups de nerfs de bœuf ou à coups de poing ou de pied ou de bastonnade. Parfois, le supplice de l'eau était utilisé, c'est-à-dire en fait qu'on prenait le prisonnier et qu'on le plongeait dans une baignoire, en général remplie d'une eau saturée d'immondices, hein, ça fait partie aussi du processus d'humiliation des victimes, et on le plongeait dans l'eau jusqu'à suffocation. C'est extrêmement éprouvant pour la personne qui en est victime, et en général les évanouissements arrivaient très fréquemment, et pour réveiller les prisonniers, on leur glissait entre les dents à ce moment-là un mélange de savon et d'essence. On est dans un schéma de torture qui se multiplie une nouvelle fois et qui atteint en fait des paroxysmes qui sont terrifiants, extrêmement choquants. Certains prisonniers français ont expliqué, après avoir été arrêtés par les hommes de Lafon et avoir été ensuite remis aux autorités allemandes, qu'ils étaient mieux traités par les Allemands que par les Français de la Gestapo. Un des phénomènes de la torture, c'est d'abord cette espèce d'avilissement de l'être que cherchait la Gestapo. Au départ, ils voulaient obtenir des aveux, parce qu'ils étaient extrêmement formalistes et pointilleux. Oui. Il leur fallait des aveux, écrits, enregistrés, notés, et ensuite la justice expéditive pouvait passer, mais seulement après des aveux. Des aveux, n'importe quoi. Mettons que l'on veuille torturer pour obtenir des renseignements, mais je crois que dans le cas de la Gestapo, c'était bien pire que ça. C'était une espèce de volonté sadique de faire du mal. La rue Lauriston a excellé dans la lutte contre les réseaux français. Alors, on introduit, on fait de l'entrisme dans ces réseaux, et des gens qui vont évidemment trahir l'organisation qu'ils ont pénétrée. Alors, pour prendre des réseaux très connus, Alliance a subi plus de 400 arrestations. Marco Polo, qui est un groupe de résistance, c'est de la résistance très liée à Londres. Là, pareil, tombe plusieurs fois, 3 fois l'état-major de Marco Polo. Défense de la France et également subi des arrestations et des chutes énormes, dont la plus emblématique, Geneviève de Gaulle, qui est d'ailleurs arrêtée par Bonny lui-même. Les Allemands ont toujours été très vigilants par rapport aux questions de propagande. Et c'est parce qu'ils prennent la presse clandestine au sérieux que Défense de la France, qui est l'un des journaux les plus importants de la France captive, est dans leur ligne de mire. Vous allez avoir une traque policière, c'est-à-dire que des individus vont être arrêtés soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail. Des hommes de la bande Bonny-Lafon vont être postés rue Bonaparte dans une librairie qui s'appelle Au vœu de Louis XIII, librairie qui est la boîte aux lettres principale du mouvement de résistance, c'est-à-dire là où ils déposent des consignes, là ils reçoivent des consignes, etc. etc. Bon, j'avais des petits papiers dans une enveloppe à déposer. Je me dis, bon, je vais prendre la bicyclette de mon père. Et puis, je prends la bicyclette, je pars tranquillement. Je pose ma bicyclette à 2 pas de la librairie. Et puis, je me dis, c'est drôle, la porte n'est pas fermée comme d'habitude. Je ne sais plus exactement quel détail. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut entrer, est-ce qu'il ne faut pas entrer? Je dis, si on a peur parce qu'une porte est comme ci ou comme ça, c'est pas la peine de vouloir continuer à faire des choses par-ci, par-là, faut mieux s'arrêter. Et comme tu n'es pas parti pour t'arrêter, alors il faut le faire. Alors j'ouvre la porte, et là il y a quelqu'un qui me saute dessus. Je ne sais pas si c'était Bonny ou Lafon, mais il y avait deux hommes qui étaient là, et qui m'emmènent directement dans l'arrière-boutique.
Quel est le bilan de cette opération? En gros, une cinquantaine de membres sont arrêtés. 25 sont arrêtés au vœu de Louis XIII et l'autre moitié sur leur lieu de travail ou à leur domicile. J'ai passé la nuit du 20 juillet 1943 en prison, à Fresnes, et je n'en suis sorti que vers le 20 janvier 1944. Et là, de partir en train pour arriver directement à Brunwald. Et pour partir à un autre endroit qui est en Autriche, qui était Mauthausen. Mes chers amis, pour la 4e fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Noël, fête de la Nativité, et la mort plane sur le monde entier. Et la France subit chaque jour l'épreuve cruelle de nouveaux crimes et l'immense misère des bombardements. Malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France. Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile. Les incantations n'y feront rien. Le vent mauvais redouté par Pétain souffle chaque jour plus fort sur la France. Les maquis enflent. La résistance se développe. Lafont le vautour s'imagine à présent en aigle. Le voyou se rêve général. Fin 1943, le système du bureau d'achat perd son efficacité, perd son sens, devient moins rentable pour les Allemands. Donc en fait, on observe un basculement. Beaucoup de ces accrédités qui jusqu'à présent étaient tantôt dans de la répression, tantôt dans du commercial, vont basculer vers une activité plus spécifiquement répressive, c'est-à-dire mener très concrètement des assauts contre des mouvements de résistance. Colonel Knochen, notre ami Lafont, qui a l'énergie et l'expérience propres à vaincre dans ce genre de lutte, propose de mettre sur pied une brigade composée d'ex-tirailleurs nord-africains, équipés et entraînés par ce soin, avec pour mission ramener le calme et l'ordre dans les campagnes. Notre seul objectif est la libre circulation de nos troupes afin de permettre le prélèvement de ce qui est nécessaire à notre intendance et aux besoins du peuple allemand. Cher ami Lafont, si dans, disons, 3 mois, l'exode n'est pas sûr, nous appliquerons aux paysans français le régime que nous appliquons aux moujiks en Russie. Et ça, c'est clair? Tout à fait, colonel. Allez, bois un coup, c'est du bon. Te casse pas la tête avec ça, je vais m'en occuper. Lafont a pris goût au pouvoir. Il est un chef de service de police respecté, craint. Il a une autre ambition. Il a l'ambition de devenir un chef de guerre. Et donc, il a une grande idée, à la fin de l'année 1943, il a l'idée de mobiliser, ou plutôt d'incorporer les prisonniers nord-africains que les Allemands détiennent depuis 1940 dans un corps d'armée. Il a carrément cette ambition. Et évidemment, les Allemands ne peuvent finalement accueillir que favorablement l'idée d'une troupe qui viendrait sécuriser les arrières de leur front. Il s'agit d'une population pauvre, peu éduquée, qui est constituée essentiellement de manœuvres, de journaliers, de garçons de bar. On trouve parmi eux quelques souteneurs, quelques délinquants. On trouve aussi quelques assassins. Donc on comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils s'engagent dans la brigade nord-africaine. C'est d'abord et surtout pour avoir eux aussi une carte et être à l'abri des investigations de la police. Et là, à cette occasion-là, ils rejoignent l'Ordre Noir et ils deviennent des militaires SS. À cette occasion, Lafont obtient le grade de capitaine, Bonny et les 5 chefs de section deviennent des lieutenants. Pour les gestapistes de la rue Lauriston, avec le temps des défaites du Reich, vient celui de la répression. Une répression sauvage, sans limite. Ils porteront le feu dans les provinces frondeuses. Ils brutaliseront, ils pilleront, ils violeront. C'est le temps des massacres.
On va essentiellement parler de son activité en Corrèze et en Dordogne, qui au départ était une activité de pacification de la zone, va rentrer dans une logique de terreur. À défaut d'attaquer les maquis et d'en venir à bout, ils vont essayer de pacifier la région par la terreur. Et à chaque fois qu'ils vont intervenir, ils feront de la même manière. Ils opéreront de la même manière, menaçant, volant, pillant et violant, le cas échéant aussi. Il y a beaucoup de viols, évidemment. Donc là, il y a une horde sauvage qui s'abat sur cette région. Donc évidemment, ils se vautrent littéralement sur les populations civiles et sur les gens qu'ils arrêtent. Ils menacent les pères de famille en leur expliquant que s'ils ne leur donnent pas leurs économies, toute la famille va être déportée et ils en ont le pouvoir. Donc évidemment, on se retrouve face à des populations totalement démunies, sans aucune protection face à ces fous furieux. Il y a le cas par exemple à Tulle, avec Monange et un autre membre de la brigade nord-africaine qui agresse un jeune homme dans la rue pour rien. Le jeune homme passé, ils veulent l'arrêter, contrôler ses papiers, ils sont tous les deux ivres et le jeune homme simplement résiste, il veut pas donner son bras pour se faire arrêter, il se fait tabasser très sévèrement. Avant de prendre une décharge de fusil mitrailleur dans les jambes, ils veulent l'obliger à se relever et ce malheureux ne peut évidemment pas se relever, il se fait encore tabasser, enfin il va finir handicapé à vie, pour rien, ce jeune homme n'était pas un résistant. On suit en fait au rouge le chemin de la brigade nord-africaine, en fait un chemin qui est jalonné de sang, de cris, de peur et qui pèse lourd à la sortie puisque on voit qu'on a plus de 100 victimes d'exécutions sommaires faites par les gens de la brigade nord-africaine. France Actualité. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Le 13 août 1944, les derniers éléments de la brigade rentrent à Paris. Il faut dire que la plupart étaient déjà rentrés, Lafont était déjà rentré, écœuré d'ailleurs. Écœuré pas tant par l'activité de ces hommes, mais davantage par le sentiment de plus en plus clair que la partie était perdue. Les bombardiers, à leur tour, déchaînent l'attaque la plus massive qui ait jamais préparé une opération militaire. Les villes, le pays entier sont coventrisés, comme disaient les Allemands. Car il ne faut jamais oublier que ce sont eux qui ont commencé. Eux qui se vantaient de tout détruire quand ils se croyaient les plus forts. Lafont et Bonny vont tenter de s'enfuir. Leur idée première, c'est de rejoindre l'Espagne. Malheureusement pour lui, il part donc avec Bonny et leurs enfants. Et là, il va vivre ce que lui a fait vivre aux autres. Il va tomber sur un barrage qui... évidemment, va lui confisquer sa voiture. Et il va demander au fils de Pierre Bonny, Jacques Bonny, de rentrer à Paris en vélo pour demander de l'aide à un ami à eux, en tout cas à quelqu'un qu'il croit être un ami à eux, un trafiquant notoire qui s'appelle Joseph Joanovici, un personnage très ambigu, très complexe, résistant par ailleurs, mais pas vraiment, un personnage tout en gris. Et Joseph Joanovici va balancer ses anciens amis, Lafont et Bonny, et la préfecture de police va envoyer des hommes pour les cueillir. On est en septembre 1944.
Le procès Lafont va s'ouvrir très rapidement, puisque dès décembre 1944, l'ensemble des membres de la rue Lauriston qui ont été arrêtés vont être conduits devant le tribunal. On est quand même juste 3 mois après leur arrestation, ça veut dire que on est dans une instruction qui a été faite dans un temps record, trop rapide. Et d'ailleurs, ça a énervé les forces de police qui s'occupaient de l'enquête. On sent qu'il y a eu sur cette affaire une pression, et une pression notamment très particulière des services de renseignement français. Et l'opinion publique, par ailleurs, exigeait des têtes. Il fallait tuer les traîtres, et là on avait les traîtres parfaits. Ils passent donc en jugement et sont tous exécutés. Hein, ils sont 9 à être conduits au peloton d'exécution un matin de décembre 1944, fin de la rue Lauriston, exécution de ces meneurs. Au palais de justice à Paris, 2 traîtres ont été condamnés à mort pour avoir prêté aux Allemands une aide ignoble. Lafont et Bonny, que vous voyez en uniforme allemand. Les traîtres ont été condamnés à être fusillés par un peloton d'exécution composé de FFI. Quelle erreur d'avoir fusillé ces gens si vite alors qu'ils avaient tant de choses à nous dire. Faut penser qu'ils ont été fusillés dès décembre 44. Vous imaginez, la guerre va encore durer 7 mois. Je dirais que peut-être on les a fusillés d'autant plus vite qu'on n'avait pas trop envie qu'ils racontent des choses. Il y aurait peut-être eu des mensonges, hein, bien sûr, mais je pense qu'ils savaient quand même un certain nombre de choses, un certain nombre de personnalités qui auront des rôles politiques ou autres sous la 4ème République, ne sont pas tout à fait blanc-bleu vis-à-vis, par exemple, de Lafont et de la Gestapo de la rue Lauriston. Quant à pas la piétaille, parce que c'était des types impressionnants, hein, qui ont des meurtres et des tortures sur la conscience, des chutes de réseaux de résistance ou autres, beaucoup se sont recyclés après-guerre. Hein. Alors le passage de la guerre à l'après-guerre, pour eux, c'est fait par le biais de la résistance. Un grand nombre qui avaient senti le vent venir, hein, et qui en plus avaient été plus ou moins embauchés par des réseaux de résistance pour leur spécialité professionnelle, notamment l'exécution, hein, en plein air, public, comme ça, au milieu des gens, ça s'improvise pas. Hein. On avait besoin de tueurs, on a embauché des tueurs. Eh bien, un certain nombre, grâce à ce biais de passage par la résistance, vont échapper à la police et vont échapper à la justice, d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces gens-là ont pris des habitudes d'impunité, d'argent, de grosses bagnoles, d'efficacité, de maniement d'armes qui sont quand même des armes de guerre, et ce sont eux qui vont constituer le milieu des années d'après-guerre. On peut difficilement ne pas citer le cas Ricord, Auguste Ricord, qui sera bientôt connu dans le milieu international, cette fois-ci sous le surnom de El Viejo, le vieux. Quel est son rôle pendant l'occupation? Aux côtés de Lafont, il s'occupe des équipes qui raquettent les établissements de plaisir de Pigalle et des Montmartre. En tout cas, Auguste Ricord passe par l'Espagne et rejoint l'Amérique latine, où, grâce à ses connexions dans le milieu corse, lui-même est corso-marseillais, il va devenir un élément central, ou en tout cas l'une des têtes d'affiche de la French Connection, ou en tout cas de cet ensemble de réseaux qu'on a appelé la French Connection, que d'ailleurs on appelle de plus en plus la Corsican Connection. Eh bien, ce sont des accusations fausses et sans preuve. Et une accusation sans preuve, elle peut être niée sans preuve. Je suis arrivé à la fin de la guerre en Argentine, où aussitôt j'ai commencé à faire des restaurants français, il n'y en avait pas. Ma seule chose qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir eu une clientèle de trafiquants de drogue. Bah, vous avez été condamné en France, de toute façon. J'ai été condamné très jeune, j'avais 14 ans et demi. Et j'ai été condamné pour port d'armes. Et, comment on peut dire, tentative de meurtre.
par ailleurs, d'autres anciens gestapistes vont très bien savoir se recycler. Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou, va fonder après-guerre, au lendemain immédiat de la guerre, et en tout cas jusqu'en 45-46, ce qu'on a appelé le gang des tractions avant, multipliant en fait les braquages, les atteintes à main armée de façon très audacieuse. Ils sont d'ailleurs rentrés dans la légende. Et qui est-ce qu'on retrouve autour de lui, dans son équipe, ses proches, ses amis? On retrouve Joe Attia, qui va devenir l'un des caïds de Paris jusque dans à la fin des années 50, début des années 60. On retrouve Abel Danos, le fameux mammouth. On retrouve aussi Georges Bouchesèche, qui va être un voyou d'une extrême importance, notamment dans les années 60. On retrouve d'une manière générale un certain nombre d'anciens, peut-être pas directement gestapistes, mais des gens qui étaient vraiment très proches de cette structure, qui parfois ont donné des coups de main. On les retrouvera dans quasiment toutes les associations criminelles de l'après-guerre. Fuyant le peloton d'exécution, la plupart des truands de la Gestapo française se dispersent dans la nature. On les retrouve en Europe, en Asie, en Afrique ou encore aux Amériques. Cet éparpillement jette les bases d'organisations internationales du crime. Cigarettes, drogue, armes, prostitution. Ils sont dans tous les trafics. Se mêlant de renseignements, se rapprochant dangereusement du monde politique. Ils interviennent partout. Si les meneurs ont été mis hors d'état de nuire en 1944, nombreux sont les prétendants prêts à prendre la relève. Beaucoup de ceux l'administration pénitentiaire ne va pas s'opposer à cette démarche, qui pourtant n'est pas une démarche officielle, qui n'est pas une démarche officiellement soutenue par les Allemands, et qui se fait comme ça, de gré à gré. Lafont arrive à la prison de Fresnes et exige, il montre une carte de police évidemment, il est accompagné de 2 sous-officiers allemands, et il exige qu'on libère des prisonniers. Parmi ces 30 prisonniers, on a essentiellement des demi-celles, c'est-à-dire des gens qui forment ce qu'on peut appeler la base de la pègre, de la basse pègre, des gens qui sont des escrocs, des petits escrocs à la petite semaine, mais qui sont très intéressants. Ces gens, une fois éparpillés dans Paris, vont pouvoir ramener au chef, en tout cas à celui qui se pose désormais comme étant le chef, c'est-à-dire Henri Lafont, toutes sortes d'affaires. Et puis ils vont être ses oreilles. Ils vont être ses oreilles, ses yeux, dans les bars, dans tous les... Voilà, ils vont pouvoir faire remonter les informations. Pour pouvoir devenir ce que les Allemands appellent un Wehrmann, un homme de confiance, il faut évidemment faire la preuve de son attachement à la cause nazie. Lafont n'est pas un nazi, Lafont c'est juste un opportuniste, mais s'il veut pouvoir profiter des largesses allemandes, il faut bien qu'il montre qu'il est engagé dans cette guerre à leur côté. On est juste après l'épisode de la libération de Fresnes, recruté localement. C'est ce que Hitler a théorisé dans Mein Kampf sous l'expression de participation indigène. Ces relais, forcément, on va les trouver chez des gens qui sont prêts à se vendre, qui sont prêts à devenir des traîtres, qui n'ont pas d'autre patrie finalement que celle de l'argent. Et évidemment, les gens du milieu correspondent assez bien à ce profil. Ce ne sont pas des gens politisés, ce sont des gens qui n'agissent que pour eux,
ou pour leur groupe, ils vivent en marge de la société, ils ne partagent pas le destin de leurs concitoyens. Je veux dire, déjà au départ, ils se positionnent comme étant des ennemis de la société. Et donc évidemment, passer d'ennemis de la société à traître, finalement, le pas est aisément franchissable pour ces gens que la morale n'étouffe pas. Il va travailler avec eux, il leur fait des propositions. Sa proposition, elle est assez simple. Donc, alors, il va servir de délateur, il va faire de la provocation, de l'entrisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer aux Allemands, mais moi, petit truand, mais j'en ai vu plein en prison. Vous savez, ce sont des gens qui ont des condamnations à perpète ou très lourdes. Si vous leur donnez quelques pouvoirs et surtout la possibilité de faire des bénéfices à gauche et à droite, ce sont des gens qui vous serviront extrêmement fidèlement. Dès juillet 40, ça fait à peine un mois qu'il s'est mis au service des Allemands, il se présente à la prison de Fresnes et il exige la libération d'un certain nombre de prisonniers. Et de façon tout à fait extraordinaire, enfin c'est un paradoxe qui s'explique par l'esprit du temps, et il est précisément justement incarcéré au moment où intervient la chute de la République, au moment où les armées allemandes enfoncent le front français. À ce moment-là, il est en prison à Paris, mais on soustrait l'ensemble des prisonniers à l'avance allemande en faisant reculer en fait ces prisonniers au fur et à mesure que les Allemands progressent dans le territoire. En juin 40, il est incarcéré avec des espions allemands, ce qu'on appelle la 5e colonne, des espions allemands infiltrés en France, avec qui il va s'échapper. Et c'est là en fait que sa vie va changer. Parce que lui, qui n'était a priori qu'un petit voleur, un petit escroc, condamné à la marginalité, à subir une vie finalement sans relief, cette rencontre qu'il fait avec ses agents allemands va radicalement changer la donne, puisqu'il va remonter à Paris avec ses agents, qu'il va guider. Lui, c'est l'enfant du territoire, c'est le Français qui va les aider à remonter vers la capitale pour rejoindre évidemment les nouveaux maîtres de Paris, et ces gens-là vont lui présenter évidemment leurs supérieurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir un agent allemand. La Gestapo, c'est donc la police de sécurité du Reich qui va, au fil du temps, assumer une fonction de police politique, pourrait-on dire. Et cette police politique va se charger de la répression de toutes les forces qui menacent la sécurité intérieure du Reich. Les Allemands ne sont pas assez nombreux en France pour tenir ce pays sans avoir recours à des auxiliaires. « 10 juin 40. Les troupes allemandes ont passé la Somme. Les armées françaises sont en déroute. Déclarée ville ouverte, Paris tombe le 14 juin. L'avancée allemande est fulgurante. Fuyant la terrible percée, 2 millions de Parisiens prennent le chemin de l'Exode. Dans ces colonnes, on retrouve une foule désordonnée refluant vers on ne sait où. Des familles portant leurs enfants à bout de bras, soutenant leurs vieillards, emportant les quelques valeurs qu'elles ont pu rassembler. L'arrivée des Allemands n'est cependant pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Remontant à contre-courant cette marée humaine, 3 hommes se dirigent vers la capitale. 2 sont des espions allemands, le 3e est français. Il s'appelle Henri Chamberlain, c'est un repris de justice, un voyou. Dans à peine 1 an, sous le nom de Henri Lafont, il sera l'un des chefs de la Gestapo à Paris. Une police d'un genre spécial dans laquelle on retrouve les plus dangereux criminels de l'époque.
Arrestation de juifs et de patriotes, trafic, vol, torture, assassinat. Nous sommes en juin 1940. La pègre a choisi son camp. Henri Lafont. Henri Lafont est né en 1902 dans le 13e arrondissement à Paris. C'est un pauvre gosse. Il a une enfance malheureuse qui le conduit assez inévitablement sur les chemins de la petite délinquance. Donc il est très rapidement repéré évidemment par la police, ce qui le conduit en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Donc Henri Lafont, au moment de la débâcle française, a 38 ans. Il a passé près de la moitié de sa vie en colonie pénitentiaire ou en prison.